Quel est le vrai prix des produits de consommation que nous achetons ? Celui que les fabricants de nos marques préférées afficheraient sur leurs étiquettes s'ils tenaient compte du coût de leur impact environnemental et social. Quand ce mois de novembre marque l'amorce d'une période particulièrement consumériste, placée sous le signe du Black Friday et des fêtes de fin d'année, la question mérite d'être posée. D'autant qu'elle en soulève une autre. Est-ce que ce nouveau prix de vente, dette environnementale et sociétale comprise, inciterait les entreprises à moins produire et les consommateurs à moins acheter ? Car c'est un fait, nous n'avons jamais été autant d'humains sur Terre et nos besoins n'ont jamais été aussi importants. Selon l'INSEE, le volume de notre consommation individuelle annuelle a tout bonnement triplé depuis 1960 pour flirter avec les 15 tonnes par personne et par an. Ce trop de consommation, généré par un trop de production bien orchestré, engendre inévitablement un trop de pollution, rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère compris. Pour croiser cette logique économique sociétale à celle de l'économie, de l'environnement et de la santé, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Chanel, directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille School of Economics, l'un des principaux laboratoires d'économie de l'Hexagone. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale d'Atmosud. Bonjour Olivier Chanel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirons où nous allons parler du modèle économique surproduction, surconsommation qui caractérise nos sociétés sous l'angle de cette autre facette de l'économie qui est celle de l'environnement et de la santé. Alors vous, Olivier, votre travail, c'est notamment d'attribuer une valeur économique à des composantes qui a priori n'en ont pas, soit des réalités non marchandes comme on dit, et vous venez d'ailleurs de le faire dans le cadre de l'étude quantitative d'impact sur la santé de la pollution atmosphérique, l'EQIS-PA de la ville de Marseille, pour chiffrer la valeur d'un décès prématuré dû à la pollution atmosphérique dans la seconde ville de France. Est-ce que de la même manière, on pourrait attribuer une sorte de valeur non marchande à l'impact environnemental et sanitaire qui est lié à nos modes de surproduction et de surconsommation ? Oui, tout à fait. On a tendance, nous, en tant que consommateurs, citoyens, à voir le prix du produit tel qu'il est affiché et qui est un prix de vente fixé à partir du coût de fabrication de l'entreprise. Mais il y a toute une part de ce coût qui n'est pas reflétée par ce prix et qu'on appelle en économie la valeur. Donc la valeur sous-jacente comporte effectivement des dimensions qui relèvent des impacts environnementaux. Comme vous l'avez dit, les gaz à effet de serre, les pollutions de l'air local, les dégradations au sol, biodiversité, la production de déchets, le recyclage éventuel, la pollution de l'eau. Donc, ce sont des dimensions qui ne sont pas reflétées par le prix de vente, mais qui ont en moins une valeur, et une valeur négative en l'occurrence. Donc, les économistes appellent ça des externalités négatives. C'est produit en même temps que le produit, mais par contre, ces valeurs négatives ne sont pas reflétées dans leur prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos modèles de consommation et de production s'articulent et s'inscrivent dans une économie qu'on appelle l'économie de l'abondance, qui est liée par la logique d'une économie de croissance basée sur le PIB. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décortiquer tout ça ? On se retrouve dans une circularité où il faut produire de la valeur, des bénéfices et engendrer la consommation et les ventes à tout prix. Effectivement, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui s'est accéléré avec la mondialisation et les produits que l'on peut obtenir pour des coûts dérisoires et fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions dont on ne sait pas le détail en matière, par exemple, d'impact sur l'environnement ou d'impact sociétaux. Ce qui se passe, c'est qu'on produit de la valeur, effectivement, qui est reflétée dans les prix, dans la consommation par le taux de croissance du PIB, qui est un indicateur phare dans la société civile et puis chez nos politiques. Donc, il faut de la croissance parce que la croissance va supporter des rentrées financières et donc va supporter les biens publics que l'on peut avoir à disposition en France. Si cette partie purement marchande de la croissance, en fait, a comme contrepartie une dégradation non marchande de l'environnement ou des secteurs sociétaux ou sociaux, des impacts sociaux, sociétaux négatifs qui sont supérieurs et donc qui à l'avenir vont demander des investissements supplémentaires pour réparer ces atteintes, finalement, une croissance de 1,5% ou 2% du PIB, si elle se fait
au détriment d'une dégradation qui est supérieure à 1,5 ou 2% du PIB dans la dimension non marchande via les impacts environnementaux. Ça veut dire que ça coûtera plus cher à l'avenir de traiter l'eau pour pouvoir l'utiliser, plus cher de recycler les déchets, plus cher de traiter la pollution. Et donc, finalement, la balance n'est peut-être pas si favorable que ça. Et le seul indicateur du PIB est peut-être un peu restrictif. Et pour autant, mais ces chiffres que vous avancez, ces notions, chiffrer l'impact sur l'eau, chiffrer l'impact sur les sols, chiffrer en fait les coûts qu'il faudrait pour les dépolluer. Aujourd'hui, nos modèles économiques ne les prennent absolument pas en compte dans les prix de vente, comme on le disait. Mais c'est pourtant ce que propose le lancement de la chaîne Trip Comptabilité Goodwill Management, que développe le cabinet de conseil en soutenabilité du même nom, et à laquelle s'associe Aix-Marseille School of Economics, que vous représentez, pour ajouter à la comptabilité financière classique une comptabilité environnementale et une comptabilité sociétale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objet de cette démarche ? Exactement. Goodwill Management est un cabinet de conseil en soutenabilité qui existe depuis de nombreuses années. Et dans le cadre d'un partenariat qui vient de débuter avec mon laboratoire de recherche, la chaire de triple comptabilité a été lancée en début septembre 2025. Et donc, elle va consister, en se fondant sur la méthodologie proposée par ce cabinet de conseil, qui déjà essaie de refléter la triple empreinte de nos modes de vie et de nos consommations en termes environnementaux, sociaux et sociétaux. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise produit, elle fait appel à des fournisseurs et donc cette chaire va viser à quantifier l'ensemble des flux de marchandises, de production, donc ça c'est la comptabilité traditionnelle, mais également les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux en termes de santé, sécurité du travail, de précarité de l'emploi, de mécénat, d'insertion professionnelle, de formation. Donc de voir en quoi une entreprise qui produit dans le même temps, va respecter un certain nombre de limites qui sont associées à un pays donné, à un habitant donné, donc les limites planétaires que l'on connaît, et donc avoir cette triple comptabilité, comptabilité financière, comptabilité environnementale et comptabilité sociétale et sociale. Et du coup, ça changerait, ça modifierait significativement le prix de vente d'un bien ? Alors, le prix de vente, tant que ce n'est pas imposé par un législateur de prendre en compte ces dimensions, donc les entreprises vont essayer d'avoir le prix de vente qui leur permet d'assurer une marge et d'être compétitif sur un marché vis-à-vis des autres concurrents. Donc le prix de vente sera fixé sur les marchés. Mais déjà, savoir que lorsqu'on produit un bien donné, en plus de la comptabilité traditionnelle et des bénéfices de la marge qui est dégagée par la vente d'un produit, on a une quantification des différents impacts environnementaux, donc la consommation en eau, l'extraction des ressources fossiles minérales, la pollution de cette eau, la production de déchets, et de savoir dans quelle mesure on est proche d'une limite ou au contraire qu'on est éloigné, qu'on est très vertueux dans la production. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Il existe exactement la même chose pour les impacts sociaux et sociétaux, de savoir que si on produit à l'autre bout du monde avec une population précarisée, avec très peu de formation professionnelle, des écarts salariaux. Oui, même l'exploitation. Voilà, c'est de l'exploitation. Et donc, avoir ce poste-là en comptabilité chiffrée, en recourant aux méthodes non marchandes en particulier, permet d'avoir une photographie totale de la contribution à la société par la production de biens, mais également de ses atteintes positives, si c'est positif dans la dimension sociétale et sociale, et également environnementale, si c'est négatif, d'avoir la contrepartie et de générer au final potentiellement une dette environnementale en plus du bénéfice ou du crédit associé à la production de biens. Alors cette triple comptabilité, c'est un concept que le cabinet de conseil Goodwill Management a déjà pu expérimenter au sein de certaines grosses entreprises. L'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir la déployer à plus grande échelle et finalement faire émerger une sorte de nouveau modèle économique ? Oui, ça serait effectivement l'idéal. La méthodologie existe, mais pour l'instant relève du bon vouloir d'une entreprise. L'entreprise se questionne sur son mode de fonctionnement et voit bien qu'elle génère des externalités négatives. Et donc, certaines entreprises assez responsables se disent on aimerait avoir l'ordre de grandeur des impacts négatifs que l'on génère dans ces trois dimensions, dans l'environnement, envers la société et les impacts sociaux, et donc donne accès à toutes leurs données
Et là, le cabinet de conseil Goodwill Management va travailler pour remonter jusqu'à la chaîne des fournisseurs, donc de matières premières, tout ce qui est en amont de l'entreprise jusqu'à la production, pour avoir tous les chiffres et ensuite les traduire en termes d'émissions de polluants de l'air, d'émissions de CO2, de consommation d'eau. Donc là, on a les volumes et ensuite on traduit ça en termes financiers et éventuellement en recourant à l'évaluation non marchande. Et on peut également mesurer dans quelle mesure on est proche ou loin des fameuses 9 limites planétaires qui ont été proposées il y a quelques années comme devant être respectées pour parvenir à avoir un horizon durable pour la vie sur Terre. On est encore un petit peu à l'amorce de ces démarches volontaires. Il faudrait énormément de temps et de sensibilisation pour que les entreprises puissent s'inscrire dans ce nouveau modèle. Sachant qu'on parlait des limites planétaires, on sait que récemment, on a franchi la 7e avec l'acidité des océans. Est-ce qu'on peut rattraper, entre guillemets, cette économie de la dette, en fait, qu'on a envers l'environnement aujourd'hui? Ça me semble possible dans certains secteurs, mais par contre, dans d'autres secteurs, comme les émissions de gaz à effet de serre, il y a une énorme inertie du système Terre qui fait qu'on a actuellement des émissions qui datent de dizaines ou centaines d'années en amont. Et donc, même si on arrêtait actuellement les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, il faudrait des dizaines ou des centaines d'années pour que la tendance s'inverse sur l'ensemble océan et terre et atmosphère. Donc là, dans certaines dimensions, ça paraît compliqué. Dans d'autres dimensions, ça peut aller relativement vite. Les émissions de polluants locaux, par exemple, lorsqu'une norme est imposée et respectée, on voit rapidement les effets, que ce soit les carburants soufrés, les teneurs de soufre ont diminué fortement, ou le carburant plombé. À partir du moment où on a supprimé le plomb dans le carburant, on a vu une chute instantanée des niveaux de plomb dans l'atmosphère. Alors, vous parliez des émissions de gaz à effet de serre, Olivier. Donc, je rappelle qu'évidemment, elles participent grandement au réchauffement de la planète et de façon indirecte, cela impacte aussi la santé, que ce soit la santé humaine ou environnementale. On est vraiment dans le One Health. J'avais envie de vous soumettre un petit quiz pour que nos auditeurs puissent se rendre compte de ce que ça représente dans nos modes de consommation. Quelle part, en fait, la surconsommation alimentaire représente en termes d'émissions de GES au niveau mondial ? Donc, c'est pas du tout mon domaine. Je sais pas, je dirais de 5 à 10%, quelque chose comme ça, peut-être. Exactement, on n'est pas très loin. Donc, ce serait 8 à 10% des émissions mondiales qui seraient liées à une surconsommation alimentaire, donc les pertes et gaspillages alimentaires, en sachant que rien qu'en France, ce sont 8,8 millions de tonnes de déchets alimentaires qui ont été produites en 2021, soit 129 kilos par personne. Lequel de ces deux secteurs émet le plus de gaz à effet de serre ? L'industrie textile ou l'aérien? Peut-être l'industrie textile, puisque il y a surconsommation, on en parle beaucoup en ce moment. C'est exactement ça. Donc, selon l'ADEME, l'industrie textile mondiale représente 8% des émissions mondiales de CO2, ce qui est plus que les émissions de l'aérien, donc 2,5%, et du maritime, 2,9%. Et petite parenthèse, donc l'enseigne Shein de la marque chinoise aux 7200 nouveaux produits par jour, était en 2023 le premier pollueur mondial de l'industrie textile en émettant quelques 16 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions de 3,5 millions de voitures en un an, selon Fashion United. Est-ce que c'est des chiffres qui vous surprennent? Est-ce que vous aviez cet ordre de grandeur? On a tous plus ou moins entendu aux informations l'énorme gâchis que représente la fast fashion dans la mesure où, comme vous l'avez mentionné, il y a les gaz à effet de serre, mais c'est également extrêmement consommateur en énergie et en eau. Et donc, les dégradations liées au système aquatique, la pollution des eaux engendrées par la production textile est aussi à prendre en compte dans une perspective globale. C'est de prendre en compte l'intégralité des impacts, à la fois chez les êtres humains, mais également dans la flore, la faune et les écosystèmes. Donc, ce sont des choses qui sont importantes de rappeler. Dernière petite question de ce quiz. Avez-vous une idée, Olivier, de l'empreinte carbone qui serait associée à ce cher ChatGPT ? Je sais que ça croît régulièrement. Ça doit être 1 ou 2% de peut-être des émissions ou quelque chose comme ça, non ?
On a 8,4 tonnes de dioxyde de carbone par an, en sachant qu'effectivement, les émissions pourraient augmenter de 60% d'ici à 2040 concernant le numérique. Ce qui amène à dire, est-ce que la triple comptabilité qu'on évoquait tout à l'heure, si elle était déployée à grande échelle, parviendrait à modifier nos modèles de surproduction et de surconsommation, selon vous ? Oui, je pense que prendre en compte l'intégralité des facettes et pas uniquement le prix de vente et la contribution au PIB, mais faire entrer le non marchand dans l'analyse permettrait de prendre en compte les impacts négatifs générés par la production, ce qui est normal, mais la surproduction, lorsqu'elle est évitable, à ce moment-là, ça serait gagnant-gagnant, parce qu'on produirait moins de choses inutiles qu'il faudrait recycler par la suite, mais ce faisant, en le produisant, on aurait également des atteintes à l'environnement qui seraient plus faibles et qui demanderaient des traitements par la suite des eaux ou des traitements de l'air ou des traitements des maladies associées à ce type de pollution ou des traitements de la montée des eaux associées aux gaz à effet de serre qui seraient réduits. Donc ça serait quelque chose qui serait très intéressant. Mais là, quand on voit combien il est difficile que les pays s'accordent sur une réduction relativement modérée des émissions de gaz à effet de serre, on se dit que rendre obligatoire ce type de comptabilité à l'échelle mondiale et contraignant, ça semble assez illusoire. On s'imagine bien qu'on ne va pas révolutionner le modèle économique en un claquement de doigts, et encore moins au niveau mondial, mais quelles seraient, selon vous, les solutions qu'on peut modestement apporter, nous, en tant que consommateurs, pour s'éloigner de ce modèle de surconsommation qui alimente la surproduction et inversement ? Là, c'est de l'ordre de la responsabilité de chacun. Moi, de mon point de vue, personnellement, avant d'effectuer une démarche d'acheter un produit, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il peut être remplacé par quelque chose d'occasion ou d'existant, est-ce que l'entreprise qui le produit présente un certain nombre de garanties en termes de qualité du produit et de type de fabrication. Et donc, est-ce qu'il va venir du bout du monde en un jour chrono et générer donc des gaz à effet de serre par son transport, ou est-ce que ça va être une production plus locale dans des conditions meilleures? Donc, c'est au consommateur d'essayer d'aller voir un peu au-delà du prix affiché, de voir les conditions de fabrication. Mais ce faisant, il faut bien reconnaître que notre mode de vie nous expose à des quantités de publicité, de messages, d'injonctions d'acheter auxquelles il est parfois difficile de résister, notamment quand on est jeune. On veut faire partie d'un mouvement, d'un groupe, et donc il y a des phénomènes de mimétisme qui font que le dernier smartphone est désiré par de nombreuses personnes à travers le monde, et donc on pourrait garder le sien un peu plus longtemps et ce faisant avoir un impact un peu plus faible. On est vraiment dans cette logique de penser utilité en premier lieu, acheter moins, plus d'occasions seconde main, comme vous l'évoquiez, ne pas hésiter à réparer aussi, être un petit peu à contre-courant de l'obsolescence programmée de nos biens de consommation, ne pas hésiter à revendre, même à donner. Mais écoutez, merci Olivier Chanel pour cet échange éclairant, d'autant plus qu'il tombe à point nommé, puisqu'on va tous s'apprêter à faire nos cadeaux de Noël pour nos proches, aux gens qu'on aime et qui nous sont chers. J'invite également les auditeurs de cet épisode à retrouver les résultats de l'étude Equispea, donc sur l'impact économique sanitaire de la pollution atmosphérique à Marseille, au sein d'un article qui est publié sur le site inspiron.atmosud.org. Si vous avez aimé cet épisode d'Inspiron, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne podcast Inspiron d'Atmosud, de lui laisser de jolies étoiles en guise d'évaluation et bien entendu de le partager autour de vous pour que l'information en santé environnementale qui relève de la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte email en vous inscrivant à la newsletter Inspiron via le lien laissé dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème pour ouvrir toujours plus grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.